Bonsoir à tous, merci pour votre présence nombreuse et de bonne humeur. Je vais vous présenter ce soir Elixir, parce que statistiquement parlant, il y a beaucoup de chances que vous ne le connaissiez pas, ce merveilleux outil, alors que voici un participant supplémentaire. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans le... Il y a de la place. Je vous invite, si vous le souhaitez, participer activement pour la traditionnelle question à main levée pour lancer la présentation, à scanner ce petit QR code pour les personnes dotées d'un smartphone et qui ont une batterie. Et alors, je me connecte moi-même à cette URL avec ce petit téléphone et je vais partager l'onglet ailleurs. Il y a de fortes chances que vous ayez à peu près cet écran-là. Vous pouvez cliquer sur Full Screen. En sachant que cela ne présume en rien des capacités de HTML d'Elixir. Là, c'est vraiment fait justement un peu brutasse JavaScript et HTML. Alors, qui parmi vous... Oh, quel dommage. Un instant, je vous prie. Si ça marche pas, ça marche pas. Pardon. Ah oui, pardon, j'ai sauté la première question. Est-ce que votre petit dispositif affiche un choix multiple? Oui. Formidable. Oui. Peut-être, peut-être pas. Sinon, vous pouvez rafraîchir la page, normalement c'est bon. Et il va peut-être vous dire d'attendre. Ça fonctionne? Oui. Impeccable. Connaissez-vous Elixir de nom? Vous pouvez répondre comme à l'examen de code si vous le souhaitez. Donc je me permets de répondre oui pour un peu muscler le nombre de résultats qu'on va avoir. Quel est votre souvenir du développement fonctionnel, si vous en avez fait à l'école par exemple? Est-ce que c'était plutôt bien ou est-ce que c'était pas bien? Moi, je me rappelle qu'en tant qu'étudiant, j'en ai un assez mauvais souvenir. Je suis honnête. Est-ce que la syntaxe de Ruby vous plaît? Vous voyez un petit peu comment ça fait le Ruby? Ruby, langue. Du Ruby, c'est ça. Oups. C'est pas ce que je voulais faire du tout, pardon. Voilà, c'est une syntaxe qui n'a pas à voir ni avec JavaScript ni avec PHP globalement, qui est très orientée objet, donc soit on n'aime pas. C'est généralement ce qui se passe. Voilà, c'est des questions un petit peu basiques, mais c'est pour qu'on se jauge dans l'acceptabilité d'Elixir. Donc moi j'aime bien parce que en fait, j'ai été développeur Ruby on Rails pendant 8-9 ans. Donc si j'aimais pas, le temps aurait paru drôlement long. Est-ce que vous avez déjà fait de la programmation concurrente en Java ou en C#? Enfin, est-ce que c'est une bonne expérience? Oui, sinon non. Voilà. Pardon. Ah oui, c'est vrai que je peux remettre ceci. Voilà. Pour ma part, oui, c'était pas une bonne expérience. Enfin, donc je me laisse oui. J'ai répondu sur mon téléphone au lieu de répondre à l'écran, mais c'est pas grave. Est-ce que vous vous posez la question, est-ce que vous savez a fortiori gérer, si par exemple votre application, je ne sais pas si vous avez une application Node, s'il y a Node.js qui crache complètement, l'application qui plante. Est-ce que vous vous posez la question, est-ce que vous utilisez Upstart ou ce genre de choses pour redémarrer l'application? Est-ce que c'est une pratique qui est courante pour vous ou pas? Oui, non. Alors du coup, je vais mettre oui parce que j'utilise Elixir. Troll. Est-ce que vous trouvez que c'est simple de faire des échanges entre microservices dans un cluster avec des microservices? Donc généralement, c'est HTTP, on fait des API un petit peu dans tous les sens, avec les systèmes de lambda qu'on connaît. Moi, je trouve ça pas ouf. Mais bon, je réponds quand même oui parce que je suis sympa. Hop. Trouvez-vous simple de mettre en réseau des microservices? Alors si on utilise Amazon Lambda et compagnie, c'est pas très compliqué. Si par contre vous voulez le faire à la main, c'est peut-être un petit peu plus chaud de démarrer des machines un peu à la demande, tout ça, tout ça. Est-ce qu'on s'y risquerait? Moi, je trouverais ça pas simple si j'étais moi. Ça tombe bien, je le suis. Est-ce que vous trouvez simple de gérer un cluster Kubernetes? Moi, pas trop. C'est fini. Alors bon, l'application peut encore être optimisée. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... donc, en fait, les résultats qui ont été envoyés dans votre petit téléphone
sont arrivés donc, dans l'application. Mais en fait, ce qui va être assez rigolo, c'est de voir la quantité de code nécessaire pour ce genre de petites expériences. Donc là, on est dans Livebook, qui est l'équivalent des Jupyter Notebook de Python pour Elixir. Donc avec des petites fonctionnalités interactives un petit peu comme ça. Et donc là, en fait, c'est une application qui est déployée en fait, dans le contexte de Livebook. Et on va avoir le détail de ces petites choses un petit peu après. Donc là, on se rend compte que, globalement, on est oui, non à chaque fois. C'est des box charts. Donc si on voit tout bleu, ça veut dire qu'il y a autant de oui que de non. Pas de bol. On va avoir du mal ce soir à faire des moyennes. Voilà. Donc on va dire que, globalement, on est assez neutre par rapport à cette technologie. Donc je vais vous en faire une petite présentation rapide. Donc je m'appelle Clément. Je suis freelance, j'ai une structure qui s'appelle LiveCorp Studio. J'ai un master en développement web et je suis en train de terminer un master en machine learning que je fais avec Elixir justement, et non pas Python. On verra juste après qu'il y a un petit peu de machine learning avec Elixir. Et je suis dog father, comme on dit. Pourquoi s'intéresser à Elixir? On voit bien que ce sujet soulève les foules et on va essayer de comprendre pourquoi. C'est la Stack Overflow Survey de 2025, enfin 24, qui est parue là en début d'année, en sachant que les résultats sont à peu près les mêmes sur les 3 dernières années. Les résultats de la Stack Overflow Survey sont constants, en tout cas pour ce qui est d'Elixir et Phoenix, le framework web, à savoir que, alors c'est impossible à voir, je le conçois parce que c'est trop petit, je vais vous dire le chiffre, en gros, 4,9% des gens ont envie de s'intéresser à Elixir, ce qui est nul. Enfin, c'est complètement nul. Par exemple, le Python, 41% des gens veulent faire du Python, par exemple. 23% des gens veulent faire du Go. En revanche, quand on pose la question, si vous avez utilisé Elixir, est-ce que vous avez toujours envie de l'utiliser ? La réponse est oui à 76,8%, ce qui est le meilleur score après Rust. Là où, par exemple, si on va chercher PHP, 43% des gens ont envie d'utiliser à nouveau PHP. Donc en gros, c'est une technologie qui est inconnue, mais par contre qui a un taux d'adoption qui est monstrueux, enfin qui a un taux de rétention qui est monstrueux. Donc ça, c'est le langage. Et quand on regarde le framework web, donc c'est exactement la même chose. Le framework web de Elixir, c'est Phoenix. Exactement pareil. 3,5% des gens ont envie de faire du Phoenix. Et quand ils en font, ils sont 83,7% à vouloir en faire à nouveau l'année d'après. Contrairement à, jQuery, ce serait vraiment l'exemple un peu taquin, mais contrairement à AngularJS, par exemple, étonnamment, on n'a que 23% des gens qui veulent en refaire l'année d'après. Alors attends, c'est AngularJS. Angular tout court, on est à 53%, ça va. Alors, vous voyez qu'il y a une différence de 30 points d'un outil à l'autre, et 30 points dans un contexte d'entreprise avec des salariés qui travaillent, et c'est pas mal de se dire qu'il y a un tiers de gens en plus qui ont envie de continuer à travailler avec la techno en question. Je dis ça, je laisse ça dans un petit coin. Donc en fait, on peut se rendre compte qu'il y a aussi le fait que si personne n'a envie, a priori, de travailler avec ces technos-là, donc 3%, c'est aussi parce que personne ne connaît ça. En fait, ça n'arrive pas à surnager autour de toutes les autres technologies JavaScript et tous les frameworks qui sortent régulièrement dans les technologies à la mode. C'est une technologie qui n'est donc pas à la mode parce qu'elle n'a pas le train de la hype, quoi. Elle est complètement éclipsée par les moyens monstrueux des autres, qui sont très marketés financièrement aussi. On va s'intéresser maintenant à l'héritage d'Elixir. En fait, il y a 2 héritages principaux. Le premier, c'est Ruby, parce que la personne qui a créé Elixir est un core contributeur de Ruby on Rails historiquement. Et au bout d'un moment, il commençait à en avoir un petit peu... je ne vais pas parler à sa place, c'est moche, mais il le relate dans différentes petites conférences. Il y a même un petit documentaire sur sa vie, son œuvre. Il le relate comme quoi, d'une part, c'est un langage qui est purement interprété, qui n'est pas compilé à l'avance, donc on n'a pas les avantages d'un compilateur, c'est-à-dire que IntelliSense, il va pas nous dire, l'éditeur va pas nous dire, tiens, là, tu as un problème avant même de compiler. Bref.
Et d'autre part, Ruby a un petit problème de concurrence, c'est-à-dire le nombre de process qu'il peut ouvrir, même s'il y a des technologies, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle les dernières, mais il y avait les Fibers qui étaient des faux threads par exemple, qui étaient plutôt légers. Mais malgré tout, la machine virtuelle de Ruby, elle est mono-threadée de base, et rendre ça multi-threadé, par exemple, c'est hyper compliqué. Quand on veut faire des choses, des applications distribuées sur plusieurs cœurs de processeurs, c'est infernal. On est obligé de passer à un niveau tout autre, qui est donc la couche HTTP. Donc tous ces petits trucs-là discutent entre eux pour répartir la charge. Alors qu'on va voir qu'Elixir, enfin on va le voir, sachez que Elixir, il est multi-threadé de base. Donc en gros, la charge elle va être répartie sur tous les cœurs du processeur de base, sans qu'il y ait rien à faire. Et le deuxième héritage d'Elixir n'est autre qu'Erlang. Alors hélas, je n'ai pas réfléchi, je ne sais pas si le son de la vidéo peut être enregistré dans le bidule. Ah, génial. Mais je ne sais pas si nous, on va l'avoir par contre. Ah ouais, c'est sur le son de la Terre. Parce que ce serait quand même dommage de rater ça. C'est ma joke de la soirée, donc. Le problème, c'est comment on va tester si ça fonctionne. Ça m'a l'air assez mute. Ah, mais c'est peut-être mon PC qui est mute aussi. Mon PC est complètement mute. Ah, ça fonctionne, je l'entends. Attendez, hop, on va juste mettre à balle chez moi. Attention, ça décoiffe. C'est un documentaire qui dure 1h40 sur Erlang. En fait, c'est la vidéo promo d'Erlang de 1980. Ah, ça sort sur mon PC. Voilà, c'est tout. Ce sera le comment vendre au mieux Erlang. Erlang, pardon, on va se calmer. Erlang, en fait, c'est un langage donc, des années 80 qui a été créé pour un petit peu comme c'est le COBOL pour c'est le COBOL ou le Fortran pour la banque, je ne sais plus. C'est la chaleur, je ne sais plus. Bref, autant le COBOL a été créé pour les transactions financières, pour vraiment le métier de la banque, enfin vraiment des problématiques de ce type, des problématiques métiers assez lourdes. Erlang a été créé pour le réseau pur et dur. En gros, c'est une machine virtuelle, on va le voir juste après, qui a été créée pour mettre des choses en réseau. Et donc, tous les routeurs Ericsson à l'époque, qui avaient 90% des routeurs téléphoniques de la planète, fonctionnaient avec Erlang. Et donc, c'est une sorte de méga cluster Erlang où tous les nœuds dialoguent entre eux et routent les différents appels. Donc, c'est l'ancêtre de la VoIP, en fait. Mais en fait, il y a même dans le téléphone filaire classique RTC, il y avait déjà, en fait, d'ailleurs, RTC, je crois que c'est... Il y a un indice dans le nom qui dit que c'est routé et que le routage est déjà numérique, en fait. Donc en gros, c'est la personne, donc le créateur d'Elixir, il s'est dit tiens, je vais faire un nouveau langage. Qu'est-ce que je pourrais voir qui existe déjà, qui serait pas mal pour un langage où je fais du web Est-ce qu'une plateforme qui est spécialisée en télécom et en réseau ne serait pas astucieuse pour faire du web? La réponse est oui. Alors, c'est peut-être un peu petit ça. Hélas. En gros, c'est un tout petit schéma pour expliquer que sur une VM ou sur un processeur, en gros, il y a l'operating system, l'OS qui tourne, et ensuite on a quelques composants qui sont en fait la couche Erlang. Donc ERTS, c'est Erlang Real Time System, c'est ce qui va discuter, qui va ordonnancer les tâches sur les threads du processeur. BIM, c'est ce qui permet au langage Erlang et Elixir d'être compilés. OTP, c'est un framework qui, en gros, permet de faire les patterns type Actor, qui est un des patterns de Node.js. Alors, je ne sais plus, je ne me rappelle plus le pattern qui permet de fonctionner en callback de manière événementielle. Bref, on en reparle aussi un petit peu après. Et en gros, si on a plusieurs nœuds, eh ben on va avoir plusieurs VM Erlang qui vont tourner et qui vont se mettre en réseau toutes seules. On va le voir aussi. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que normalement, on se rend compte que quand on utilise Erlang, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'Elixir, en gros, c'est juste une sorte de surcouche qui compile en Erlang. Donc, en gros. En fait, ça compile en BIM, mais Erlang compile aussi en BIM, donc c'est la même chose. C'est un petit peu TypeScript pour JavaScript, sauf que là, c'est natif, c'est complètement natif, il n'y a pas de surcouche, ça compile en Erlang, point. Et ensuite, c'est exécuté
sans autre intermédiaire. Et en fait, quand on utilise Erlang, on se rend compte que y a plein de choses dont on n'a plus besoin. Parce que, par exemple, si on veut voir les tâches en arrière-plan, donc les background jobs, là où on va être obligé d'utiliser cron ou tous les petits frameworks en plus qu'on utilise dans un cluster Kubernetes au hasard, par exemple, et en fait, Erlang le fait déjà tout seul parce qu'on peut lancer des processus en arrière-plan qui vont être supervisés par tout le cluster Erlang lui-même. Donc en fait, il faut considérer que des nœuds en réseau Erlang, c'est un peu un mini Kubernetes en soi, sauf que tout est déjà intégré dans la librairie standard. Redis ne sert carrément plus à rien, par exemple, pour échanger entre les nœuds, parce que on peut envoyer des messages à tous les nœuds n'importe comment, exactement comme on parlait du LoRa. Et donc, évidemment, ça fait très bien le HTTP, les serveurs HTTP. Et on verra qu'il y a des petits outils qui utilisent Erlang dont on n'a pas connaissance. Donc, dans les grands principes, c'est fonctionnel, c'est compilé, c'est immutable. Ça veut dire que c'est impossible de passer une variable par référence. Tout est tout le temps copié. On a des fonctions qui s'enchaînent. Les variables sont copiées d'un appel de fonction à l'autre tout le temps. On ne peut pas modifier, comme par exemple en JavaScript, si on envoie une chaîne de caractères, on va pouvoir modifier la chaîne de caractères à 2 endroits dans le code. Là, c'est pas possible, ça est tout le temps copié. On verra aussi si c'est très dérangeant ou pas. C'est concurrent, distribué et supervisé de base. Ça veut dire que donc, c'est distribué sur sur les différents cœurs du processeur et ça peut être distribué sur différents nœuds du cluster aussi. On peut envoyer un process s'exécuter sur un autre nœud de manière également complètement abstraite. Il n'y a pas besoin de librairie supplémentaire. Elixir est à la version 1.18 alors que c'est sorti il y a maintenant plus de 10 ans. Comment c'est possible ? Eh bien parce que quand on écoute le créateur du langage, il s'est dit la roadmap pour la V2, c'est qu'il n'y ait pas de V2. En gros, l'idée, c'est que l'API soit tellement anticipée à la base qu'elle ne change pas, en gros. Et la promesse est tenue parce que il n'y a jamais de nouvelle version majeure d'Elixir. C'est que, en gros, des évolutions, des mineurs qui ne cassent pas le code à chaque fois. C'est-à-dire on va avoir beaucoup, par contre, de deprecation warning. On va dire, tiens, tu devrais utiliser ça maintenant. Mais en gros, le compilateur nous dit, tiens, ça a changé, ça a changé, ça a changé. Mais pour autant, ça n'empêche pas d'exécuter le code. Et donc, en gros, l'évolution qu'il y aura en version 2, ce sera d'enlever les deprecation warning et c'est fini, en fait. Il n'y aura pas d'autre... c'est ça la promesse. Comme je disais, pour l'instant tenu. Typé ? Oui et non. C'est mon deuxième mème de la soirée, ma deuxième image. Donc en gros, pour typer le langage, en gros c'est assez rigolo, j'en ai été témoin si je puis dire, il y a un moment donné où la communauté Elixir s'est dit, nous on veut que le langage soit typé, alors que c'était comme Ruby, c'était pas typé du tout. Et donc en fait, la personne qui a créé le langage, il s'est dit, ok, on va le typer, mais par contre on va bien le typer. Et donc il y a 2 doctorants dont j'ai rencontré à Paris qui travaillent à temps plein sur le typage d'Elixir. Donc en gros, c'est la théorisation du typage d'un langage fonctionnel avec les théories ensemblistes qui sont implémentées, par exemple, dans d'autres langages. Sauf que là, en gros, le but du jeu, c'est que ce soit un truc hyper costaud. Et donc là, en fait, ils ont déjà typé le compilateur lui-même, ce qui fait que le compilateur, quand il va être capable d'anticiper ses propres résultats. Bon bref, c'est hyper intéressant. Donc en fait, on ne peut pas typer, nous, pour l'instant, notre code. On peut par contre faire des specs. On peut dire, ça, j'attends ce genre de variable en retour, mais ce n'est pas typé dans le cœur du langage. Et pour l'instant, c'est que dans le compilateur. Et bientôt, pouf, ce sera disponible pour la couche applicative également. Pour l'instant, c'est que le compilateur qui est concerné. Petit tour de l'écosystème. On a Livebook, dont on va parler un petit peu juste après. Donc c'est un peu l'équivalent des Jupyter Notebook. Et maintenant, c'est même compatible Python via le moteur CPython, parce que Elixir peut exécuter du C, du Rust, de manière native également, par le biais de NIF. Ça s'appelle des NIF, c'est des je ne m'en rappelle plus. Bref, c'est une interface avec C. On a, non, c'est marrant. Ah oui, Phoenix. Phoenix, donc c'est l'équivalent de Ruby on Rails version Elixir, avec des avantages donc de concurrence et de composants réactifs
un petit peu à la Meteor.js. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce framework. En gros, l'idée c'était de coder le client et le serveur avec la même API, entre guillemets. Et par exemple, quand il y a un état qui se met à jour, l'interface se met à jour de manière réactive. Donc, et en gros, chaque client qui visite le site internet échange un WebSocket avec le serveur pour se mettre à jour. Et ça, c'est LiveView. Donc LiveView a été créé à peu près en même temps que Meteor.js. Et par exemple, LiveWire de Laravel, c'est le portage en PHP de LiveView. Il y a également Inertia en PHP qui est à ses côtés de nos jours. Et il y a la même chose dans tous les langages, en fait. Ils ont tous essayé de... Enfin, on ne peut pas dire qu'ils aient pompé, parce que c'est une tendance de fond de toutes les technos. Par contre, c'est Phoenix qui est réputé, entre guillemets, pour avoir l'implémentation la plus pure, parce que c'est une technologie qui est justement spécialisée dans les WebSockets et ce genre de choses. LiveView native, en gros, il y a la même chose, mais pour les interfaces mobiles natives. Donc en gros, ça se base sur SwiftUI ou Jetpack Compose. Donc ça permet de mettre à jour les interfaces d'une application de manière native avec ces deux outils-là. Nerves. Nerves, c'est un framework IoT qui est basé sur Erlang et Elixir. Donc ça permet en gros d'avoir des petits... en fait, on fait un firmware qui doit faire dans les 20-30 mégas qu'on met sur une cible type Arduino ou que sais-je. On les met en réseau d'une manière ou d'une autre. On verra que par exemple avec WireGuard, on peut se mettre en réseau de manière native dans le kernel Linux via un VPN. Et pouf, c'est autonome. Et par exemple, on peut lancer une mise à jour over the air de tout le cluster, par exemple. Ce genre de petites choses. Donc c'est vraiment Internet of Things spécialisé. Et il y a le projet FarmBot qui est connu pour utiliser Nerves, par exemple. Membrane, qui est un framework multimédia qui permet de gérer donc, des flux multimédia, de les traiter et de les router. En gros, on pourrait imaginer faire un espèce de Twitch qui est basé sur Membrane, pour faire en gros. Et là, ce qui ne va pas nous intéresser, mais qui est un petit peu plus amusant, c'est NX, non pas la conférence du Cancamp 73, mais Elixir NX, qui est le Numerical Elixir. Donc c'est l'équivalent, cette fois-ci, on pourrait dire de NumPy pour Python, qui permet du calcul tensoriel et de compiler le code du calcul tensoriel sur le GPU. C'est un peu le concept. Et Axon, c'est la partie gestion du réseau de neurones. Donc on peut exporter et importer des modèles de machine learning de manière native également. Les sous-outils, on a Explorer pour visualiser des data frames. Donc quand on fait un peu de la data science, on voit tout de suite de quoi on parle. Scikit-learn, qui permet, donc, c'est une bibliothèque d'algorithmes de machine learning en Python. Donc là, l'équivalent en Elixir, c'est Scholar. Et Bumblebee, qui est en fait une collection de transformers, donc des modèles déjà entraînés qu'on peut utiliser clé en main d'un machine learning. Et maintenant, on va faire du name dropping, les trucs qui utilisent Elixir et qu'on ne le sait pas, ou Erlang. Il y a un peu de triche. Allez, c'est parti. Donc, on a Discord donc, qui font en plus un blog tech de ouf pour dire en quoi Elixir leur fait économiser des millions d'euros en serveur. En gros, ils font des études de cas. Ils ont dit, tiens, on a remplacé ça par ça, et pouf, on peut récupérer 1 million de connexions simultanées sur un seul serveur. Enfin, ce genre d'économie d'échelle. Voilà. Goldman Sachs, qui est connu pour son éthique, mais également pour l'utilisation on va dire, du temps réel d'Erlang pour faire les microtransactions, pour agencer les microtransactions. Ericsson, donc ça c'est très historique, mais c'est toujours le cas des routeurs. WhatsApp utilise non pas Elixir, mais Erlang. Et donc ils sont réputés pour avoir eu, je ne sais plus combien de millions d'utilisateurs, avec seulement 50 ingénieurs derrière. Ils avaient 50 personnes et ils sont capables de dire combien ils avaient de nombre de machines. C'est ridicule par rapport à la charge qui était absorbée. Et en plus, c'est avant que ce soit racheté par Meta en tout cas, ça fonctionne quand même relativement bien comme application. C'est plutôt fiable, je trouve. Bon, le reste, on va pas s'enflammer. Cisco, petit acteur également, en gros utilise Erlang pour faire dialoguer les configurations des routeurs entre eux. Donc, je sais plus, je me rappelle plus
le sysconf, enfin je sais plus, il y a la détection de configuration, pardon, le partage de configuration, voilà, qui est synchronisé entre des routeurs Cisco. Pinterest qui utilise ça pour leur back-end, et Roku qui utilise ça pour leur routage de toutes les applications, donc c'est un petit peu lourdingue aussi. Supabase, si vous ne connaissez pas Supabase, c'est bien, c'est l'équivalent de Firebase de Google, mais version open source. Et alors ça, c'est vraiment très très rigolo parce que c'est en gros la moitié d'une application Phoenix, c'est tout. C'est vraiment un petit peu, c'est un peu du troll, mais c'est toutes les fonctionnalités qu'on a au quotidien quand on utilise Phoenix, mais qui est transformé en service sur lequel on va se connecter dans une application JavaScript par exemple. RabbitMQ, un petit peu connu également comme outil, bah là c'est du Erlang pur dedans. C'est pas encore tout à fait les questions. On va quand même faire une petite démo parce qu'une soirée où on ne prend pas de risque, c'est pas vraiment une bonne soirée au Cancamp. Et alors tout d'abord, j'aimerais peut-être démystifier très légèrement la programmation fonctionnelle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Tout d'abord, bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire du fonctionnel? Déjà que c'est pas objet. Donc en gros, on n'a pas d'instance qui stocke des trucs. Donc comment on va stocker des trucs? On va les mettre dans des maps. En gros, tout, c'est très grossier hein, encore une fois, en gros tout est stocké dans des maps. Des JSON, enfin des objets quoi, enfin des structures de données. Merci beaucoup. Donc là par exemple je fais une voiture avec un état on va dire on-off et un pourcentage d'accélération. Et ben voilà, de manière fonctionnelle, j'ai une instance de voiture. Je troll forcément, parce que là il n'y a aucun contrôle sur les variables, etc. Donc on va un petit peu arranger la chose. Et donc là je crée un module c'est absolument pas une classe, c'est juste en gros un endroit où on va ranger des fonctions. C'est que ça en fonctionnel. Il n'y a rien d'autre que des fonctions en fonctionnel. Ça tombe bien, c'est de là que le nom vient. Donc là en gros, je vais faire une petite fonction new dans mon module voiture qui va renvoyer une struct de voiture qu'on a définie juste au-dessus, un état, un niveau d'accélération. Et du coup, si je fais voiture.new, et bien là, j'ai en gros toujours une map, sauf que la map, elle est un peu différente. On voit que c'est une map qui est issue du module voiture. Pour l'instant, il n'y a que ça, entre guillemets, à s'inquiéter. Et du coup, maintenant, on va pouvoir jouer et faire des petites choses. De manière fonctionnelle, on va pouvoir modifier les instances de voiture. Donc là, je fais une fonction qui va démarrer la voiture. Donc en gros, elle va juste modifier la map voiture pour mettre dans un nouvel état, l'état démarré. Et là, pareillement, on va mettre l'accélérateur à un certain pourcent. Donc là, bon, il ne se passe toujours rien. J'ai juste recompilé le truc. Du coup, maintenant, si je fais démarrer, pouf, ma new voiture, elle est dans un état démarré. Je pourrais la stocker dans une autre variable, mais là, c'est juste pour la démo. Et du coup, je vais lui mettre un petit coup d'accélérateur à 0,2. Voilà. Vous voyez, je modifie ma map, rien de plus. C'est vraiment complètement idiot. Je n'ai pas besoin d'un langage fonctionnel pour ça. Hein. Et donc, l'avantage, c'est que comme c'est fonctionnel, toutes les fonctions, elles s'enchaînent, elles sont complètement indépendantes, et ça permet au langage de ce genre de petites blagues. En gros, on va voir la pipeline des différents appels de fonctions quand on va faire debug. Là, par exemple, je visualise à chaque étape de mon enchaînement de fonctions ce qui se passe. Je n'ai pas présenté le petit opérateur triangle, mais vous avez bien compris que c'est comme si je faisais une fonction qu'appelle, comme dans JavaScript, quand on appelle des fonctions dans des fonctions, dans des fonctions, dans des fonctions. Là, en gros, c'est l'équivalent de voiture.démarrer. Pardon, c'est pas ça. Oui, si. Voiture.new. Voiture.accélérer. Ah oui, accélérateur. Tiens, c'est marrant, j'ai appelé ça accélérateur, c'est pas très intelligent. Et là, voilà. Ça, c'est la syntaxe en petit triangle, c'est la même chose que ça. En gros, c'est pour avoir une lecture naturelle d'un enchaînement de fonctions. Vous voyez ?
Et donc, donc là, par exemple, je vais pouvoir débugger étape par étape dans ma pipeline les différents états de mon truc, vu qu'à chaque étape des fonctions, c'est qu'un passage par copie des variables. Donc, en gros, le débugger, il sait la fonction, ce qu'elle a eu en entrée et ce qu'elle renvoie tout le temps. Donc là, par exemple, je peux par exemple enlever démarrer. Donc, elle est dans un état off avec un accélérateur à 0,2, ce qui est complètement... vous voyez que là, il n'y a toujours pas de contrôle, d'état. Ce qu'on va essayer de faire, quand même, ce serait pas mal. Une fonctionnalité critique de Elixir, c'est le pattern matching, qui est un petit peu l'équivalent des signatures multiples d'une fonction dans tous les autres langages fonctionnels, objets qui se respectent. Genre là, on va faire une fonction démarrer qui en signature prend une voiture avec un état off et une fonction démarrer dans tous les autres cas. Et on va dire, tiens, quand tu démarres ta voiture, c'est OK, ça met à jour l'état. Si par exemple tu démarres une voiture qui est donc dans un état autre que off, le démarreur est détruit parce que démarrer une voiture déjà démarrée, c'est pas bien. Et on va voir ce qui se passe. Et j'appelle 2 fois démarrer et si je refais debug, on voit qu'au premier appel, l'état est bien démarré et au deuxième appel, la voiture est détruite, le démarreur est détruit. Il y a des petites structures de contrôle, alors on va passer vite là-dessus, c'est pas très intéressant, mais en gros, on peut faire des enchaînements d'appels de fonctions et stocker les résultats intermédiaires dans un petit coin. Et quand il y a un problème, c'est un petit peu comme un try-catch, sauf que c'est fait exprès. Enfin, sauf que c'est dans un flux qu'on contrôle. On pourra rentrer dans les détails au moment des questions avec grand plaisir. Comment on stocke une variable globale en Elixir si tout est des maps? On a donc tout un ensemble, en réalité très peu, il y en a 4 ou 5 gros design patterns, notamment donc, le pattern agent qui va être un agent qui démarre et qui va stocker des trucs, c'est son seul métier. Et donc, il va être disponible partout sur le cluster parce qu'il est démarré dans le cluster Erlang et donc on va pouvoir l'appeler de n'importe où dans le réseau. Donc là, par exemple, j'ai transformé... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, là, en fait, chaque voiture devient un agent. Alors, pourquoi pas? On va voir si ça nous intéresse un petit peu après. Je vais peut-être passer rapidement sur cette partie-là, vu qu'on est un peu pris par le temps. Qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant? Je pense on pourra revenir sur ce petit exemple si vous le souhaitez un peu après. Mais en gros, l'idée, c'était de constater un petit peu tout ce qu'on peut faire avec Elixir. Je pourrais mettre ce notebook à dispo pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, c'est des petites choses. Tiens, si ça c'est marrant quand même. Donc là, je transforme les voitures, les petites variables qui étaient des maps. Maintenant, je les transforme en process, quoi. L'agent, ça fait ça. Ça devient un process dans le cluster. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que par exemple, je passe un petit peu, je vais pouvoir par exemple avoir un petit superviseur qui va s'occuper de s'assurer que les voitures, donc là, avec la petite ellipse, ça va être évidemment un petit peu moins évident, mais j'ai créé une voiture, donc un petit process voiture qui s'appelle Fiat Multipla et un petit process voiture qui s'appelle Tesla Cybertruck, par exemple. Donc ça, c'est le module et ça, c'est le nom qu'il obtient sur le réseau. Donc si je regarde, je peux récupérer l'état d'un process, on s'en fiche. Et là, on va juste faire un truc un petit peu rigolo. C'est que dans le process voiture, je pourrais vous montrer le code juste après. Dans le process de la voiture, on va pouvoir klaxonner un autre process. En gros, c'est sur le cluster, envoyer un message à un autre process. Donc en sachant qu'il y a une voiture qui pourrait être sur un endroit du réseau, sur un nœud du réseau, et l'autre qui soit à Chicago, par exemple. Et donc, ça va, par exemple, si je demande voiture 4.onk, qui est klaxonné, au Fiat Multipla, je lui dis d'aller onker le Tesla Cybertruck. On va voir ce qui se passe, en sachant que donc, ce que j'ai codé dans le process, c'est que quand quelqu'un se fait klaxonner, qu'est-ce qu'on fait? On klaxonne en retour, évidemment. Et du coup, je vais faire ça, mais pour que ce soit un peu visuel, je demande juste de monitorer ce que fait le process Fiat Multipla. Et normalement, on va avoir un petit indice visuel de ce qui s'est passé.
pouf. Je lui dis de faire ça pendant 20 millisecondes, et pouf. Donc ça, c'est fourni par Livebook. En gros, on va monitorer, il faut se rendre compte que le process, c'est vraiment comme un thread dans tous les autres langages. Donc c'est hyper bas niveau. Et nous, on s'en sert au quotidien dans le code. Par exemple, si on fait une application web avec Phoenix, chaque personne connectée sur l'application, c'est exactement le même process qu'une petite voiture Fiat Multipla. C'est la même nature de structure, en quelque sorte. Chaque process fait 2 kilooctets en mémoire vive, donc on peut en avoir un paquet avant que ça crache, parce que c'est souvent ça le problème en Ruby. Enfin, je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais c'est en mégaoctets un process pour stocker toutes les caractéristiques du process. Alors que là, avec Erlang, grâce à Erlang, c'est fait pour avoir justement des process ultra légers. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le premier onc, en fait, il part pas vraiment du Fiat Multipla. En réalité, il fait klaxonner le Multipla, mais ça part du process en cours, et c'est mon terminal, là, en fait. Donc, c'est pour ça que la première flèche, elle part direct au Cybertruck. Et ensuite, du coup, le Cybertruck, il renvoie Pouet au Fiat Multipla, qui renvoie Pouet au machin truc, etc., etc. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est pas parce que j'ai arrêté de monitorer que ça s'est arrêté. C'est-à-dire que là, les deux process, ils sont tout le temps en train de se pouet en tâche de fond. J'ai mis un petit timer pour que ça fasse pas ridicule sur le graphique, entre deux. Mais en fait, je peux partir aller me faire un café, je peux éteindre un des nœuds du réseau, ça va continuer sans que je sois là, quoi, si je puis dire. Et là, on va faire un petit truc rigolo aussi. C'est que là, donc, je lui demande where is, c'est pour avoir en gros un petit peu l'adresse IP d'un process, ce qu'on appelle un PID, Process Identifier. Qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà. Là, en gros, j'affiche mon petit garage. Donc, c'était un superviseur dans lequel j'ai mis les 2 petites voitures. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Donc là, je peux afficher, donc, en gros, de quoi est responsable un superviseur qui fait partie donc, aussi de la stdlib, là, la librairie standard. Et on a les process et les superviseurs. En gros, c'est les trucs un peu constitutifs de la machine virtuelle. Et donc, en fait, il y a un plot twist à cette super démonstration de petites voitures. Est-ce que, je ne sais pas comment je peux vous le teaser de manière un peu plus rigolote, c'est qu'en fait, depuis le début, peut-être avez-vous vu ce petit cadenas ici? Pas du tout, parce que ça n'apparaît pas à l'écran. Je suis VPNisé. Pas facile à dire. Je suis en VPN avec donc mon hébergeur. Donc, en gros, là, le notebook, donc l'application Livebook, elle est servie, je l'héberge chez Fly, qui est un hébergeur un petit peu comme Heroku. Sauf que le runtime sur lequel s'exécute chaque petite cellule, là, eh bien, il s'exécute sur ma machine. En fait, je vous ai fait un petit cluster entre ma machine ici présente et Fly, l'instance qui fait tourner Livebook sur Charles de Gaulle, pour être précis. La preuve en image, parce que je vois que vous n'allez pas me croire, c'est que si je fais voiture. J'ai fait .tab et j'ai toutes les fonctions disponibles, parce qu'en fait, le module qu'il a compilé dans la cellule, en réalité, il l'a compilé sur ma machine à moi. Ce qui veut dire que si je fais, par exemple, je vais faire dynamic supervisor.stop garage 2. Bon, comme il y a eu des ellipses dans le code, je vous demande de faire appel à votre imagination. Si je fais mon petit point stop et que je lui redemande where is, le garage 2 n'existe plus. Donc j'ai coupé le superviseur et donc ça a détruit les 2 petits process des 2 voitures. Donc là, je vous informe que les 2 voitures ont arrêté de se klaxonner entre elles depuis tout ce temps. Donc ça, c'était... c'est génial. Enfin, en tant que développeur, c'est vraiment rigolo parce que là, on peut par exemple créer 2 notebooks dans Livebook là, et les faire discuter entre eux. En gros, en les considérant comme des nœuds, ils peuvent discuter. Les process dans n'importe quel nœud peut discuter les uns avec les autres. Ce qui se passe également, c'est que vous voyez, en fait, là, donc là, je décris mon nœud et en gros, là, c'est mon IP au sein du VPN, alors que dans l'autre exemple, eh bien, c'est un standalone, ça veut dire que c'est un nœud Elixir qu'il avait démarré sur la machine qui héberge le Livebook, parce que Livebook est en Elixir. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On n'a rien raté entre deux? Non, on n'a rien raté entre deux.
Et ce qui se passe aussi, alors ça c'est propre j'ai fait une première version de cette présentation où j'ai laissé tourner ma machine à la maison parce que je bénéficie d'une NVIDIA 1660 avec un peu de RAM. Et en gros, j'avais laissé connecter, ma machine au cluster avec le Livebook pour en gros exécuter une tâche de machine learning. Donc en gros, ce qui se serait passé, en fait, c'est ce qui va se passer là, sauf que c'est plus le cas. Là, c'est plus à la maison, j'utilise une machine fly. Parce que je me suis dit, c'est comme un coup à faire un effet démo un petit peu triste que mon PC s'éteigne chez moi et que ça marche plus très bien, quoi. Donc là, en gros, c'est à peu près la même chose. J'ai 8 Go de RAM et une grosse carte graphique qui fait 40 Go de RAM, mais qui est assez puissante, mais qui n'est pas non plus ouf. Enfin, je pense que ça doit être à peu près l'équivalent de ce que j'ai chez moi. J'en sais rien. Sauf que là, c'est vraiment spécialisé que pour faire du calcul tensoriel, alors que ma NVIDIA me permet de jouer à Star Citizen. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va lancer un petit truc, là. Donc, vous voyez, l'interface que j'utilise, elle tourne sur une machine à 2 balles sur Fly, quoi. En revanche, derrière, j'ai de connecter une machine de guerre, un GPU de guerre, quoi. Ce qui fait que si, par exemple, je fais ceci, que je vais là... Oups, pardon. Tac. Là, j'ai une petite interface. Ce qui permet de faire des petites interfaces comme ça, là, comme j'ai utilisé en premier lieu, c'est Kino. C'est un framework, entre guillemets, qui permet de faire des petits composants web qui vont dialoguer avec Elixir, justement, pour ne pas avoir à s'ennuyer de faire du HTML. Donc là, par exemple, je fais ça. Pouf. Alors, ça peut être un petit peu long quand même parce que si... Non, c'est bizarre. Oui, non, voilà. Pouf. Sachez que le modèle, là, ça devrait s'afficher. En fait, j'ai peur de... Là, en gros, il y a peut-être une désynchronisation de l'affichage. Normalement, ça devrait me dire le modèle que j'ai utilisé là. Et je pourrais faire F5, ça c'est sûr que ça posera... Ah ben voilà. En gros, j'utilise ResNet. Je fais une classification d'image ResNet, donc... en natif sur le GPU de la machine qui est lancée. Donc là, c'est dans l'Oregon parce qu'il n'y a pas de GPU disponible pour l'instant en France. Ce qui veut dire que... Alors, j'ai peut-être utilisé un petit peu de flotte comme pour ChatGPT pour savoir que mon chien était un pointer allemand, donc un braque allemand. Et du coup, ce qui est très très rigolo, c'est que on aurait pu se dire mon chien est un labrador, un petit labrador, et je me suis fait offrir un test ADN et c'est un braque allemand. Et du coup, le ResNet est plus efficace que la majorité des gens que j'ai rencontrés à me dire « Oh, c'est un petit labrador !» Non, c'est un braque allemand. Et donc, vous voyez, ce qui se passe, c'est que j'ai lancé une tâche, en gros, ce qui se passe, c'est ça. Hein. En gros, on crée, bon, c'est un petit peu lourd, mais c'est pas pire que... En plus, là, il y a toute la partie de l'interface. En gros, ce qui concerne vraiment le machine learning, c'est ça. Hein. C'est pas pire qu'en Python, du tout, loin de là. Et là, on fait un serving.run, pouf, on lui demande c'est quoi cette image, et il répond c'est quoi, et on affiche les réponses voilà. Donc en 5 lignes, en gros, j'envoie 5 lignes sur une machine qui a un GPU de ouf, quelque part dans mon cluster, je récupère le résultat et je l'affiche. Donc en gros, ça veut dire que je pourrais très bien avoir mon petit cluster Erlang avec un nœud spécialisé qui a un gros GPU, avec un nœud spécialisé qui a une grosse bande passante pour recevoir les requêtes entrantes. Et en gros, vous voyez qu'on peut avoir tout de suite ce système de background jobs sans avoir besoin de rien d'autre. En sachant que peut-être que effectivement les tâches IA, ça va devenir un petit peu des tâches courantes dans l'avenir. Qui pourrait le dire? Et bien en fait, c'est un petit peu tout pour la présentation que je voulais envoyer au pas de charge. Et maintenant, on peut même faire des petites expérimentations de manière interactive si vous le souhaitez, ou répondre à des questions nombreuses, je n'en doute pas. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne soirée. Je me cache pas. Merci. Alors, j'ai ellipsé une grande partie parce qu'on a quand même commencé avec un peu de retard. Donc, je ne savais pas si on allait dépasser là parce qu'il est 40 et on est censé dégager les lieux dans 10 minutes. Donc, c'est pour ça que toute la partie, les petites voitures, là, c'était normalement un peu plus développé, entre guillemets, pour être plus progressif dans l'histoire des process, des trucs, etc.
Mais je pense malgré tout que j'ai un peu transmis les grandes idées qui sont tout est process, tout est fonctionnel et tout est échange de messages. C'est peut-être ça le plus important. Ah, si, il y a un truc rigolo, je l'ai là en plus. Ça, on s'en fiche. C'est toujours sur l'histoire des petites voitures. Là, vous voyez, si je fais petite voiture.new, je suis dans un nouveau livebook. Je suis dans un nouveau. C'était pour illustrer également cette histoire de nœud. Je fais voiture.new. Bah non, ça n'existe pas dans ce nœud-là, voiture.new. En revanche, attendez, petit problème d'affichage. Si je peux lui demander d'exécuter un morceau de code ailleurs dans le cluster, c'est ce que je vous ai promis tout à l'heure. Donc là, en gros, je lui dis que mon nœud, c'est mon local node, c'est une variable d'environnement qui contient l'IP de ma machine, en gros. Et un cookie qui est, en gros, un petit mot de passe qu'on échange, que les nœuds s'échangent entre eux pour s'authentifier. Et en gros, je vais lui demander, pouf, je refais voiture.new, mais cette fois-ci sur ma machine ici, sans que je le sache, entre guillemets. Et là, ça marche. Ça veut dire que je récupère une structure qui est de type voiture, dans un état off avec un accélérateur à 0. Et du coup, dans mon nœud qui a appelé, si je veux, je peux utiliser cette struct. Est-ce que alors, le truc qui est ouf, là, qu'on ne se rend pas compte, c'est que l'abstraction de l'échange de données est totale. Ça veut dire qu'on n'est ni passé par une API, ni par du HTTP, ni par, encore moins du REST. Enfin, on n'a pas utilisé de GraphQL, on n'a rien utilisé. On échange de la donnée brute d'Erlang à Erlang. Et là, on en a un exemple, c'est que la petite voiture, on ne s'occupe pas de la sérialiser, de la désérialiser pour voyager d'un nœud à l'autre, ou d'un process à l'autre. C'est la même chose. Voilà, ça c'était pas la cerise sur le gâteau, mais c'était une autre illustration. Je vous remercie. J'avais une petite question. Si on veut commencer sur Elixir, est-ce qu'on peut commencer directement avec Phoenix sans se préoccuper d'acquérir les bases du langage, ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Alors, une des qualités d'Elixir et de Phoenix, donc les personnes qui sont derrière les projets sont assez iconiques. C'est vrai, il y a vraiment un petit peu à la Ruby on Rails, il y a une personne forte derrière les projets. Et le point commun de ces deux projets sont que la doc est dingue, elle est vraiment bien faite et hyper progressive. En gros, la doc pour Phoenix, ça pourrait être imprimé, ça pourrait être un livre. C'est exactement à la bonne époque du cookbook pour les plus âgés d'entre nous de CakePHP, qui est le premier framework avec lequel je travaille, qui est l'ancêtre un petit peu de Laravel maintenant, qui avait une documentation d'une richesse incroyable parce qu'elle était hyper pratique. Et là, on peut dire que c'est édité en livre. Et donc, pour revenir à la question, oui, parce que la doc est super bien faite. Oui, aussi parce que la stdlib, donc la librairie standard d'Elixir, elle est hyper simple, parce qu'il n'y a pas de pattern incroyable, il y a juste les process, les trucs, les machins dont je viens de parler. On peut faire le tour de la librairie standard d'Elixir vraiment en une journée, si je peux vraiment bien comprendre tout en une journée, l'esprit du truc. Maintenant, ça décoiffe quand même drôlement parce que tous les paradigmes y changent dans la mesure où un visiteur, c'est une connexion WebSocket sur ton serveur. Donc la mise à jour de son interface, c'est un update que tu fais sur le serveur et donc qui part tout seul côté client. Donc en fait, il faut juste être prêt à se rendre compte que ça n'a rien à voir et par contre se rendre compte que tout est logique et en fait tout est plus simple par certains points de vue que d'autres frameworks où tout est abstrait, où on ne comprend pas ce qui se passe quand ça ne marche plus. Ce serait c'est un peu vulgaire, grossier de dire ça, mais là, en fait, on est à assez bas niveau parce que tout est en WebSocket, tout est événementiel. Et aussi, tout est événementiel, c'est-à-dire que, par exemple, une requête sur ton serveur, donc quelqu'un demande la page GET, et en gros, ça va appeler un callback exactement comme en Node.js avec Express. Voilà, c'est Express que je cherchais tout à l'heure, qui utilise le pattern actor ou Reactor d'ailleurs, je ne sais plus. En gros, c'est ça. Donc, le paradigme a complètement changé. Il faut changer vraiment de façon de penser. Et si on est prêt à faire cet effort-là, qui n'est pas des moindres, oui. Et sinon, il y a ça, qui s'appelle Livebook, qui s'installe. Là, moi, je l'utilise dans le navigateur, mais il y a une application Mac, une application Windows. Et là, hop, on a tout un tas de notebooks. Alors là, je suis très zoomé, mais... Oups, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Voilà. Non. Là, en fait, on n'a pas une tonne, mais on a 4 ou 5, 9, 10 notebooks
un petit peu comme ceux que j'ai utilisés ce soir, mais qui sont faits pour être pédagogiques, pour comprendre pas à pas ce qui se passe dans les trucs. Donc justement dans les process ou dans Kino, là, qui permet de faire les petites interfaces, tout est explicité. Et là déjà, on comprend la philosophie du truc, des callbacks, des agents, etc., etc. Et on va juste regarder un tout petit truc qui mérite le coup d'œil. J'ai même pas le Elixir Langue.org. La doc. Oups, pardon. Ça, c'est la doc de la librairie standard d'Elixir. À gauche, donc là, les data types, on s'en fout un petit peu, c'est les types. Ça, c'est en gros... Ah, on voit rien, évidemment. Oups. Donc ça, c'est les types. Ça, c'est les interfaces, un petit peu comme en Java. En gros, il y a un système d'interface pour pouvoir appeler n'importe quelle fonction sur n'importe quel objet, en gros. Genre pour pouvoir faire list.join que sur des listes et pas le faire sur une map. Bref, c'est un système d'interface. C'est un très mauvais exemple parce qu'il n'y a même pas list.join, c'est enum.join. Enfin bref, il y a plusieurs interfaces. La partie file IO, on s'en fiche un petit peu. Et ensuite, voici les seuls modules de la librairie standard. Ah, désolé. Attendez, youp. Je vais peut-être faire un contre mon camp en essayant de vous montrer que c'est pas beaucoup. Alors ça, c'est les dépréquétides, on s'en fout un petit peu. Donc, ceci, voilà, process et application, c'est pour comprendre le cœur d'Elixir et d'Erlang. Mais vraiment, il y a tout. En fait, il n'y a rien de plus que ce qui n'est pas là. Non, il n'y a rien de plus que ce qui est là, à connaître. Genre, j'ai parlé d'agent, j'ai parlé de process. Le registry, c'est juste qui permet d'identifier un process n'importe où dans le cluster. Le superviseur, je vous ai montré ce que c'était. Le dynamic supervisor, c'est la même chose parce que c'est un superviseur dynamique. Les tasks, c'est pour lancer une tâche n'importe où dans le réseau. Un task supervisor, c'est ce qui va s'assurer que la tâche a été bien faite éventuellement si on veut. Là, il y en a 3, c'est des modules de config. Ça sert juste à gérer les configs des applications. Et enfin, l'application qui permet de gérer l'application. Voilà. Et là, dans la librairie standard, il n'y a rien d'autre. En revanche, effectivement, agent, je ne suis pas sur la doc, hélas. Il y a une partie, en gros, là, c'est la liste des modules, c'est l'API, et là, c'est la doc, justement. Attendez, est-ce qu'on pourrait avoir une... Je voudrais être dans la doc. Là, par exemple, c'est la doc des agents. Donc, en fait, il y a quand même un petit peu de quoi lire, rien que sur l'agent qui ne sert qu'à stocker une variable, en gros, et de la rendre à dispo sur le réseau. Pour autant, une fois qu'on a lu ça, on a tout lu. Vraiment, et quand on installe n'importe quel lib de la famille Elixir, il n'y a rien d'autre. En fait, tout le monde utilise tout le temps soit du callback, soit de l'agent, soit du process, soit du nœud, soit du machin truc. Voilà. Ça répond, je pense, à la question. Et donc, je pense que la meilleure porte d'entrée, c'est Livebook. Ça, c'est oufissime. Et en plus, on clique, ça marche. Enfin, ça met des petites choses à l'écran, c'est rigolo. Il y a une application de chat en 15 lignes de chat. Donc, alors de chat comme ceci, là. Parce que là, ce qu'on a fait tout à l'heure, ça met en œuvre toutes ces histoires de process, de petites choses ou quoi. Et cette application-là, on va la regarder. Et on va se rendre compte qu'il n'y a pratiquement rien. En gros, le cœur de l'application pour faire cette histoire de petit sondage dynamique, c'est ça. C'est 20 lignes de code, et peut-être qu'on va en gratter encore. Ça, c'est juste pour vérifier que la personne ne vote pas 2 fois. C'est plus de la logique métier, si je puis dire. Et ça, c'est de l'interface ou l'inverse. Là, c'est la partie JavaScript toute pourrie pour répondre aux événements et changer les pages, par exemple. Donc il y a plus de JavaScript que d'Elixir, alors que justement on a mis en œuvre en fait des problématiques compliquées. Pour passer d'un slide à l'autre, j'utilisais là un petit morceau. Ah oui, et du coup ce qui se passait aussi, c'est que vous aviez mon PC qui vous... Ah non, c'était pas mon PC, pardon. Pas dans cet exemple-là. Mais le serveur qui vous envoyait l'heure toutes les secondes à tous les téléphones qui étaient connectés en train de répondre au sondage. Voilà. Bon bref, c'est bidirectionnel, c'est événementiel et... si je prenais ce code from scratch, en fait, petit à petit,
je comprends la partie événementielle et que c'est des événements, enfin, c'est des réactions à des événements. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, c'est simple, entre guillemets. C'est plus simple, pas forcément plus facile, mais plus simple, comme dirait un ancien collègue qui avait fait un excellent article à ce sujet. Voilà, pour là, je crois que j'ai répondu à cette question. Je réponds à une question qui n'est pas posée, mais que je suis sûr que tu n'aurais peut-être pas posée. Genre... Je ne suis pas sûr. Il y a une implémentation de tout ce bazar-là en Go, qui s'appelle Ergo. En gros, qui te permet de mettre des nœuds Go en réseau et de faire des applications Go qu'utilisent. Donc en fait, il y a cette abstraction du réseau. Donc en gros, à partir du moment où les trucs ils sont connectés entre eux, ça marche. Mais surtout, il y a tout ce framework de process, d'agents, de trucs, de bidules qui abstrait tout. Voilà, et qui sont dans la librairie standard. Donc là, on sort de la librairie standard vu que c'est Ergo. Mais pour autant, Ergo t'apporte tous les outils qui te permettent de faire de la communication asynchrone et tout ça, événementiel entre les nœuds et les process. Une toute dernière question très rapide. Oui, très rapide. Justement, par rapport à ce que tu disais, il n'y a pas de pas de garbage collector. En fait, si c'est immuable, tout est passé. Excellente question. En gros, je voulais avoir un tout petit éclaircissement là-dessus. Superbe question. Vu que tout est optimisé pour être des petits process légers, ce qui se passe sur, alors c'est documenté, ce qui se passe sur, par exemple, Java, qui est capable de prendre aussi beaucoup de connexions. Alors je ne me rappelle plus sous quelle forme, ou je me rappelle plus quel langage. C'est peut-être même Rust, qui est capable de prendre énormément de connexions. Le garbage collector, en fait, il va passer une fois pour toute l'application, et ça peut entraîner un crash du serveur parce que le garbage collector prend trop de ressources à collecter tout le bazar qui s'accumulait. Comme Elixir et Erlang sont faits pour avoir des millions, voire des milliards de process, il y a un garbage collector par process. Ce qui veut dire que tu définis des variables dans ton process. Donc un process, c'est ça, hein, c'est également ça. Ça, c'est un process en fait, qui tourne. C'est-à-dire que si je fais ceci, là je suis en roue libre, mais si je fais... non, je peux même faire ça. Si je fais disconnect... Disconnect. Ah mince, oui, il redémarre parce que... il redémarre parce que c'est une application qui est déployée, pardon. Il y a un superviseur qui le fait redémarrer tout seul. Je vais sur la page d'accueil. Si par exemple je ferme ce process-là qui est un notebook, pouf, et ben en fait, il a garbage collecté que ce qui le concerne de lui-même. Donc en gros, j'ai l'impact limité de la fermeture d'un process sur l'ensemble du système. Je montre juste 30 secondes, ça aussi c'est un peu rigolo. Là, c'est tous les process qui sont en cours de fonctionnement sur pas sur ma machine, sur Fly, sur le truc qui exécute Livebook. Donc il y en a beaucoup qui sont juste des process qui attendent des connexions, par exemple. Il y a les process, si vous étiez encore connecté sur l'application de réponse du sondage, vous seriez vous-même un petit process dans cette liste. Et du coup, alors ça va pas être facile, juste 30 secondes. Ah oui, non, ça c'est sur mon local. Est-ce que je peux... Alors ça, je sais même pas, tiens, est-ce que j'apparais là? Mais oui, pardon. Là, je vais la liste des process qui s'exécutent sur ma machine à moi, là, en ce moment. Du coup, vu qu'on est sur un projet petite voiture, eh bien oui, mais j'ai éteint mon garage. Attendez, vous me permettez, je redémarre mon garage. Alors, j'ai peur de... Comme je suis un peu en freestyle, là, je redémarre le truc. Et je vais arriver jusque là. Hop, on s'assure que le poète réévaluate. Voilà. Là, mon garage, c'est un superviseur qui redémarre les voitures si elles plantent, pour info. Et du coup, si je vais sur mon dashboard, alors je suis là, je vais machin, je lui demande d'afficher mon nœud qui est donc moi. Je les affiche par 500 parce qu'effectivement, il y a un petit paquet. Et peut-être que, je dis bien peut-être, si je cherche garage, là, par exemple, j'affiche le process qui s'occupe de redémarrer les petites voitures si elles sont plantées.
Peut-être que si je cherche Fiat multiplat, ben, c'est un process qui prend 5 kilooctets, c'est ma multiplat qui est un process dans mon truc. Que si je m'amuse à cracher, alors là je peux, tiens c'est marrant, j'aurais cru que je peux. Enfin bref, si je m'amuse, là par exemple, si j'avais un bouton pour killer le process, ce que je peux faire en fait très facilement en terminal, mais dans le terminal, si je kill le process, le garage redémarre une nouvelle voiture pour prendre la place de celle que je viens de killer. Et donc en fait, j'ai pas de graphe très joli, on l'avait ici, c'était déjà pas mal. En gros, là j'essaie d'apporter c'est pas très... Je suis un peu parti en freestyle, mais j'essaie d'apporter la preuve que tout est process et tout est traité à la même enseigne. Donc forcément, ça décoiffe un peu quand on voit une liste de 1000 process, mais pour autant, quand on a un problème, et ben en fait, là je vais voir qu'il y a 0 message dans chaque petit process dans le pattern actor, c'est qu'on a une boîte aux lettres et qu'on s'échange des messages. Et si je refais faire des poètes-poètes, ben en fait, ils sont déjà en train de se faire des poètes-poètes. Et du coup, là, ça marche suffisamment bien pour qu'il n'y ait aucun message en attente. On fait juste une petite modif et après, on plie les goals. Si j'enlève le timer qui leur permet de ne pas faire des poètes-poètes comme des oufs, je crois que j'ai mis 250 millisecondes. Où est-ce que c'est ? Oh, on va se faire virer. Comment ? J'ai pas entendu. Ah, oh, 20 000 ? Attends. Ah non, c'est là. C'est là. Alors, je vais diminuer progressivement. Là, je vais faire des poètes-poètes à 100 millisecondes d'intervalle. Et normalement, ça se met à jour tout seul, vu qu'en gros, c'est une fonction qui appelle en boucle. Donc, si je mets à jour la fonction, elle continue à... Pouf, je la mets à jour et... tout à fait. Pour l'instant, ça n'a pas changé. Alors, je fais... Le plus dur avec Elixir, c'est de le faire cracher. Petit présomptueux. Et ben, je vais enlever le slip. Pouf. Oups. Attendez. Qu'est-ce qu'il m'a mis ? C'est bizarre. Non. Tac, attendez, pour vraiment refaire le test, vite, tac, poète. Et là, normalement, youp. J'entends mon PC qui commence à ventiler. Si je vais voir mon petit Fiat multiplat, remarquez que l'interface n'est pas encore plantée. J'ai encore 0 message dans la... Ça veut dire que là, il n'est toujours pas dépassé. J'ai 2 process qui sont en permanence en train de s'envoyer. Donc, je ne pourrais pas dire combien il y en a par seconde. Je pense que ça doit être en fonction des capacités du processeur. Pour autant, il arrive à ne pas faire planter le reste du système parce que, en gros... Ah oui, on va faire un truc rigolo. Et ce sera la fin. Top. Mince, c'est pas ça. Comment on fait pour avoir les différents CPU de la machine? Qtop? Non. Htop. Merde, je viens de faire une balle contre mon camp. On aurait pu voir, je sais pas pourquoi là, j'ai un cœur qui est à 100% et pas les autres. Normalement, la charge, elle est répartie, donc il faudrait que je réfléchisse un petit peu, mais la charge, elle se répartit à 100% ou à 95% sur tous les cœurs pour qu'il en reste toujours un petit peu pour le système qui se dit prioritaire. Voilà. C'est tout.